commencer, si vous voulez bien. Alors, comme vous savez, en fait, cette conférence fait partie d'une série et on est rendu à la 5e, il en reste une autre. Et aujourd'hui, donc, je voulais faire porter ça sur l'œuvre de Françoise Sullivan. Vous allez voir, contrairement à ce qu'on avait fait la dernière fois où j'avais parlé simplement d'une toute petite période de la carrière de Pellan et de Bordua, là, au contraire, je voudrais donner une vue d'ensemble du travail de Françoise Sullivan. Ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que une partie, de l'explication de la, j'allais dire, de la persistance de la figuration humaine dans l'œuvre de Pellan et de Bordua était un peu due au genre d'éducation qu'ils avaient reçu. Ils étaient passés tous les deux par des écoles des beaux-arts dans lesquelles on enseignait, enfin, l'académie, etc., enfin, l'anatomie, enfin, tout ce qu'il fallait savoir pour faire un dessin. Alors, bien sûr, ils ont remis ça en question énormément après, mais malgré tout, en fait, cette figure avait toujours résisté. Quand Françoise Sullivan entre à l'École des beaux-arts de Montréal, d'abord pour des cours de dessin en 1939, puis ensuite pour les cours réguliers l'année d'après, c'est toujours Charles Maillard qui est le directeur de l'école et c'est toujours un peu les mêmes principes que, disons, Bordua ou d'autres avaient connus avant qui sont encore appliqués. Autrement dit, les choses n'ont pas beaucoup changé. Maillard se réclamait d'ailleurs du secrétaire de la province à l'époque, qui était M. Athanase David, comme vous savez. C'est lui qui avait eu l'idée, en fait, de créer ces écoles des beaux-arts, qui avait fait venir d'ailleurs de France des directeurs importants, et Maillard était l'un d'entre eux. Maillard était né non pas en France, mais en Afrique du Nord, et il était venu au Canada en 1912, donc, il s'est considéré, enfin, dans les années 40, comme un Canadien déjà très intégré ici. Il avait fait quand même un petit séjour en Europe de 1914 à 1918 pour faire la guerre. Enfin, il était français, donc il s'était senti obligé de porter son appui à l'effort de guerre contre l'Allemagne à l'époque. Alors, il était revenu après. Et finalement, donc, il a fait cette carrière de peintre pas très, très connu, mais quand il est rentré finalement dans l'enseignement des arts, etc., puis avec la fondation de l'École des beaux-arts, là, il a commencé à prendre beaucoup d'importance. Hein. Je vous cite juste un petit passage d'un discours, ou plutôt d'un rapport du secrétaire de la province, en fait, pour vous donner un peu l'idée de l'espèce d'atmosphère dans laquelle à la fois Athanase David et Maillard entendait conduire leur enseignement. Ah, ça donne un peu une idée, en fait, de l'atmosphère du temps. Il dit « Nos écoles, déclarait le secrétaire de la province, sont donc canadiennes. » On n'emploie pas, évidemment, le mot québécois à l'époque. Hein, c'était pas encore à la mode, là, mais c'est ça qu'il veut dire, évidemment. « Et font œuvre canadienne en travaillant au mouvement artistique canadien. » Ça fait 3 Canadiens, c'est assez bon. « Si elles agissaient autrement, elles manqueraient à leur but et ne feraient qu'entraver l'élan artistique national. Il ne peut être question d'y acclimater des cultures étrangères. » Alors déjà, ça, c'est plus bizarre. « Ou même régionales, et de les mettre à la remorque d'idées baroques sorties de certains groupes à la recherche d'un art problématique aux possibilités plus tapageuses que vraiment artistiques. » Alors ça, évidemment, c'est tout l'art moderne qui est visé de cette façon-là. Et vous retrouveriez chez Maillard des phrases exactement parallèles à ça, à la fois l'insistance sur l'idée vraiment de créer ici une espèce d'école nationale d'art canadien. D'ailleurs, Maillard insistait, au moins dans ses discours, je ne sais pas dans quelle mesure ça passait aussi dans ses cours, mais sur le fait qu'on avait encore des thèmes religieux qu'on pouvait exploiter indéfiniment, afin que les églises attendaient que des talents de nos jeunes artistes pour pouvoir décorer des vitraux, faire des statues, etc. Enfin, donc ça, c'était un gros débouché, si on veut, d'une part, puis ensuite aussi ce qu'il appelait la peinture historique, c'est-à-dire de rappeler les grands faits de l'histoire du Canada et du Québec. Hein. Alors, il s'était d'ailleurs valu les éloges du cardinal Villeneuve, à l'époque, l'archevêque de Québec, qui l'avait félicité d'intégrer de temps en temps des thèmes d'art chrétien dans ses cours. Hein. Alors, tout ça, en tout cas, je pense que ça donne un petit peu le ton de ce genre de... disons, c'est les intentions qui ont été à la création de ces écoles d'art. Hein. Quand ça commence, là, c'est un peu ça qu'on vise. Hein.
Et là, évidemment, l'académisme et le nationalisme de Maillard va durer, si on veut, enfin, va prendre charge de l'école jusque tard dans les années 40. Enfin, vraiment, tant qu'il va être là, enfin, disons que ça représente son idéologie principale. Hein. Il était très opposé à tout ce qu'il appelait l'art international, c'est-à-dire ce qu'on appellerait l'art moderne, très défiant de ça, disant qu'il faut préserver au contraire le Québec de toutes ses influences extérieures. Ça rejoint un petit peu ce que la citation que je vous donnais de David, dans laquelle on ne fera pas entrer ici d'influence étrangère. Hein. C'est un peu ça. Tout ce qui vient de Paris est un peu dangereux. Hein. Par contre, vous allez me dire, oui, mais en 1943, Maillard engage et Pellan et Cosgrove à l'École des Beaux-Arts. C'est vrai. Il les fait rentrer à ce moment-là à l'École des Beaux-Arts, mais pour un certain groupe d'étudiants, c'était déjà un peu trop tard, ça. Et parmi ce groupe, enfin, je vous donne quelques noms, il y avait Pierre Gauvreau, il y avait Adrien Villandré, il y avait François Sullivan, évidemment, Madeleine Desroches. Elles avaient déjà pris contact avec un autre professeur, pas de l'École des Beaux-Arts, par contre, de l'École du Meuble, qui était Paul-Émile Bordua. Hein? Et ça, depuis 1941, donc, Bordua avait pris l'habitude de recevoir des étudiants à son atelier les mardis soirs. Et à un moment donné, justement, il s'est fait un contact, enfin, je vais vous raconter comment ça s'est passé, avec Bordua. Et là, en fait, même des élèves des Beaux-Arts venaient rejoindre les étudiants de l'École du Meuble et écouter ce professeur un peu hors pair. Hein? Le contact, d'ailleurs, s'est fait de la façon suivante, par l'intermédiaire de ce personnage que vous voyez ici, qui est Bruno Cormier, et qui est devenu, d'ailleurs, un psychanalyste et un psychiatre très, très important, qui s'est occupé beaucoup des détenus, etc. Le portrait de Bruno Cormier est fait ici par Pierre Gauvreau. Et j'ai choisi, évidemment, parce que vous allez voir, les deux personnages sont impliqués dans la rencontre de Sullivan avec Bordua. Hein. Alors, Bruno Cormier entend parler que les pères du Collège Sainte-Marie, où il est étudiant, où il est finissant, en fait, à ce moment-là, organisent une espèce d'exposition de travaux de vacances. Hein. Alors, il dit à Pierre Gauvreau, pourquoi tu n'envoies pas tes tableaux à titre au moins d'anciens du collège, parce que ça fait 2 ans qu'il avait été mis à la porte du Collège Sainte-Marie, je pense qu'on peut dire ça entre nous, là. et là, à ce moment-là, Pierre Gauvreau accepte, envoie des tableaux, etc. Bon. Et là, les pères jésuites qui sont au Collège Sainte-Marie, en fait, c'est eux qui enseignent là, ont eu l'idée de demander à Paul-Émile Bordua, qui est un professeur connu, d'être comme un juge à cette exposition-là et de décerner un prix aux meilleurs travaux. Là. Alors, Bordua fait le tour et trouve que les travaux de Pierre Gauvreau sont nettement supérieurs à la moyenne et lui donne le premier prix. Ça a créé des problèmes parce qu'on dit qu'il n'est pas vraiment du collège, il est parti depuis 2 ans, il est à l'École des Beaux-Arts. En tout cas, il y a eu toute une petite bisbille parce que de toute façon, Bordua n'était pas trop au courant de ça, il laisse faire. Et surtout, il veut rencontrer ce jeune peintre qu'il ne connaît pas et il demande à Guy Viau, qui est un de ses élèves et qui venait, lui, du Collège Brébeuf, donc aussi un autre collège de jésuites, de faire le contact. Et c'est comme ça, si vous voulez, à travers Pierre Gauvreau, que le contact se fait d'abord avec Bordua, et Pierre Gauvreau amène ses amis, en fait. Alors, dont Sullivan, et un petit peu plus tard Fernand Leduc, et aussi, en fait, tout ce groupe d'étudiants qui était déjà en train de contester l'enseignement de Maillard en 1941, bien avant qu'il engage, donc, Pellan et Cosgrove. Hein. Et là, ben, je me suis toujours demandé si ce petit tableau-là de Bordua qui s'appelle la rue Montana, ou encore Matin de printemps, hein, c'est les 2 titres, qui datent de 1937, par contre, pas mal avant ce que je viens de vous raconter. Mais en fait, ce qu'il représente, c'est ce qu'il voyait du haut de la galerie, si on veut, où il habite. Hein. Bordua habite sur la rue Napoléon, à ce moment-là, qui donne sur la rue Montana. Et ce qu'on voit, l'espèce de maison rose avec les 2 entrées ici, c'est là où il y avait son atelier. Hein? Alors, comme il recevait les étudiants à l'atelier, je me suis toujours demandé si c'était pas là que ça se passait. Mais en fait, après, évidemment, il va déménager à Saint-Hilaire, comme vous savez, puis les gens vont se rencontrer plutôt là-bas. Mais peut-être que c'est là que les toutes premières réunions des élèves de Bordua se sont passées. Hein, dans cette... Alors, on peut se faire une idée des travaux de Sullivan à ce moment-là.
parce qu'il y en a quelques-uns qui ont été conservés. Enfin, évidemment, c'est des travaux d'étudiantes. Il y avait ce fameux autoportrait dont j'ai malheureusement pas d'image en couleur, mais enfin que je vous montre quand même, puis je vais vous montrer tout de suite après 2 autres tableaux pour lesquels j'ai des meilleures photos. Ça s'appelle « Autoportrait au visage barbouillé », hein, ce qui est un titre bien québécois, d'une certaine façon, qui souligne le côté un peu étrange du visage, en fait, comme si il y avait eu une espèce de fard qui avait été appliqué, ou en tout cas comme si elle était trop grimée, si on veut, d'une certaine manière. Hein. Et c'est un tableau de 1941. Et on pourrait mettre en parallèle avec celui-là 2 petits tableaux qu'elle a fait aussi à peu près à la même époque, en 1941. Tête amérindienne 1, tête amérindienne 2. En fait, c'est 2 petites indiennes qu'elle avait rencontrées dans les Laurentides et dont elle avait fait le portrait à ce moment-là. Alors, évidemment, là, au moins, vous les avez en couleur. Ça vous donne peut-être une meilleure idée un peu du style, enfin, du genre de tableau qu'elle voulait faire à ce moment-là. On a parlé de espèce d'influence indienne ou du primitivisme ici, comme si, même dans son autoportrait, elle voulait intégrer cette idée des peintures faciales qu'on a chez les Indiens. Hein. Les Indiens aimaient se colorer comme ça. Mais je pense qu'il y a une référence qui est plus importante d'une certaine façon, c'est la référence avec le fauvisme. Hein. C'est-à-dire que, peut-être, en fait, qu'il y a des allusions au monde primitif, etc., mais au fond, cette idée de peindre un visage avec des couleurs comme ça, très heurtées, très différentes, et même de faire une espèce d'intégration, je pense surtout à celui de gauche, là, de faire des intégrations avec le fond également, ça, c'est beaucoup plus proche de ce qu'on trouverait chez les peintres fauves. Et j'ai pensé de mettre en parallèle plutôt des tableaux de Matisse pour voir un peu comment, au fond, ce genre de tableau-là a été construit, puis en même temps, comment ça pouvait faire aussi un certain scandale. Hein. Ça, c'est le fameux portrait de Madame Matisse, qui est de 1905 et qui s'appelle « La femme au chapeau ». Hein. Madame Matisse, comme vous savez, était modiste, et donc elle faisait des chapeaux, et là, apparemment, elle avait eu beaucoup d'inspiration cette fois-là, parce que c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, mais c'est dans le style 1905, paraît-il, en fait, c'est comme ça. Ce qui est étonnant, évidemment, dans ce portrait, c'est le type de coloris que vous retrouvez là, et pensez au tableau de Sullivan, et vous allez voir que c'est construit un petit peu de la même façon. C'est-à-dire que dans le visage du personnage, Matisse n'a pas hésité de confronter, disons, du jaune pâle avec du vert, avec de l'orange, etc. Le cou est fait en rouge brique et en orange. Les cheveux aussi avec des couleurs extraordinaires. Alors, on retrouve un peu, évidemment, cette même idée-là dans les petits tableaux de Sullivan à cette époque-là. Hein, c'est une espèce de rapport, si on veut, avec le... Quand on dit ça, il faut toujours faire attention. Les artistes disent « Oui, mais je ne connaissais pas ce tableau-là à ce moment-là. » C'est notre privilège à nous, d'art historien, de pouvoir de temps en temps faire des rapprochements comme ça, après coup, et là, de donner du sens à ce genre de recherche-là. Hein. Et alors, ça, je vais toujours lutter pour garder mon droit de faire des rapports comme ça avec les peintres. Le tableau de Matisse avait évidemment, comme vous imaginez bien, créé du scandale à l'époque. Ce qu'on avait dit, d'ailleurs, les gens disaient c'est de la folie, etc. Et Gide avait dit non, c'est pas de la folie, c'est l'application d'une théorie. Hein, en voulant dire, donc, c'est trop rationnel, c'est trop pensé. Mais en fait, finalement, toutes ces vieilles querelles sont tombées et on voit maintenant ce qui arrivait, surtout, je pense, dans ce genre de tableau-là. La couleur est tellement, d'une certaine façon, libre qu'elle affirme la présence du peintre d'une façon plus forte. Hein. Quand vous avez un tableau très réaliste, qui est comme transparent à son objet, vous ne pensez plus au peintre, vous pensez à ce qu'il représente. Tandis que là, le fait qu'il y ait cette couleur un peu outrancière, etc., vous dites, ça, c'est des choix, c'est quelqu'un qui a pris pour lui de procéder de cette façon-là. Et donc, d'une certaine manière, c'est une façon d'affirmer la subjectivité même du peintre à l'intérieur de son œuvre. Hein. L'autre tableau auquel je pensais, c'est un autre tableau de Matisse qui s'appelle La Raie verte. C'est aussi un portrait de sa femme et qui est peut-être un peu moins outrancier que le précédent. D'ailleurs, Maurice Denis, qui admirait quand même Matisse, avait fait une remarque en disant « Avec votre système, la couleur prend trop d'ampleur et la forme risque de disparaître. Hein? » Alors là, au contraire, on voit qu'il réinstalle la forme dans ses droits. Alors donc, première définition, si on veut,
des travaux, finalement, d'étudiantes, enfin, de Sullivan, en 1941. Et si vous le replacez dans le contexte que je viens de décrire là, à propos de l'École des Beaux-Arts, vous comprenez le genre de distance qu'on avait avec les cours d'anatomie du cher Maillard et compagnie. Là, hein. Évidemment, l'activité aussi importante que Sullivan va avoir, j'allais dire, elle a une autre corde à son arc à ce moment-là avec mes Indiennes. J'avais pensé que c'était une transition habile, mais je ne souligne pas trop. L'autre corde, c'est évidemment l'importance de la danse. Hein. Et là, alors, quand on pense à ce thème de la figure humaine que j'essaie de développer d'une conférence à l'autre cette fois-ci, là, vous avez plus une figure en représentation. Hein. Vous avez une figure, disons, qui fait partie même de l'œuvre d'art elle-même. Enfin, la danse ne sépare pas le corps humain, disons, donné comme une image, puis ensuite comme tel. Hein. Les deux sont fusionnés. Alors, et en plus, ce qui est important dans la danse aussi, c'est cette idée de figure humaine en mouvement. Hein. Et là, j'essayais de réfléchir un peu à ça, sur quelle espèce de concept du mouvement qu'on peut faire intervenir ici. Et là, il faut savoir que Sullivan, en 1945, a eu le privilège de fréquenter une école de danse assez remarquable, en fait, qui était tenue à New York par Francisca Boas. Hein. Qui est Francisca Boas? C'est la fille du grand anthropologue Franz Boas, en fait, qui était d'origine allemande, si on veut, mais en fait, qui a fait toute sa carrière aux États-Unis et aussi, d'ailleurs, au Canada. Il a beaucoup travaillé dans l'Ouest canadien. Et alors, Francisca, d'ailleurs, elle avait du talent pour le dessin, elle a fait certaines des illustrations des livres de son père. On voit de temps en temps dans Primitive Art, là, son fameux livre, il y a des petites vignettes où c'est signé Francisca. Alors, c'est sa fille qui a fait les dessins. Et là, ce contact avec l'anthropologie voulait dire aussi que la définition de la danse qu'avait Francisca Boas n'avait pas un grand rapport avec la danse classique, dans laquelle, d'ailleurs, Sullivan avait été éduquée. Enfin, elle était passée par plusieurs écoles de danse qu'on avait à Montréal, mais pour faire du ballet classique. Et là, au contraire, elle était confrontée à toute une autre notion dans laquelle, on pourrait dire, le mouvement n'est plus défini comme quelque chose d'extérieur à soi, mais quelque chose qui vient de l'intérieur. Hein, comme si la danse était une façon d'exprimer directement des émotions à travers le corps. Hein. C'était comme, j'allais dire, presque une mise en corps des idées automatistes. Hein, parce que quand on dit un tableau automatiste, c'est essentiellement un tableau non préconçu. Hein, ça veut dire, donc, qui vient presque de l'inconscient. On pouvait dire que la façon dont Boas concevait un peu la danse correspondait plus ou moins, en tout cas, à cette idée-là. Et vous la retrouvez, d'ailleurs, dans les écrits de Sullivan. Enfin, elle a fait, au retour de son séjour à New York, un fameux texte qui s'est appelé « La danse et l'espoir » et qui a été publié dans le manifeste Refus global en 1948. Vous savez que le manifeste n'est pas uniquement dû à Bordua. Enfin, il y avait les collaborations de plusieurs, dont Claude Gauvreau, évidemment, dont Bruno Cormier, dont je parlais tout à l'heure, et aussi ce texte de Sullivan sur la danse et l'espoir, dans lequel elle disait, avant tout, la danse est un réflexe, vous voyez? C'est-à-dire que non, c'est défini non pas comme quelque chose qui est imposé de l'extérieur, mais quelque chose qui vient de l'intérieur. Hein? Et une expression spontanée d'émotions vivement ressentie, l'homme a trouvé là un moyen de satisfaire son désir de tangence avec l'univers. Hein? Et au fond, ça me frappait cette façon de définir le mouvement, hein, comme quelque chose qui vient de l'intérieur, comme presque la façon dont Aristote définissait le mouvement dans la physique. Enfin, s'il y a quelque chose de démodé, c'est bien la physique d'Aristote. Mais c'est toujours surprenant de voir comment certains concepts anciens, comme ça, qui ont été développés par des philosophes, correspondent plus à l'expérience naïve, j'allais dire, que l'expérience scientifique qu'on a maintenant du mouvement, qui est décrit comme, comme Newton dit, ben, un mouvement, c'est simplement rectiligne, et ça change de direction quand il y a un choc. Hein? Alors, c'est l'idée des boules de billard là, qui se promènent indéfiniment s'il n'y a pas d'obstacle, puis quand ils rencontrent un sac, ils changent de direction. Alors que ce que Aristote imaginait, au contraire, c'est que les corps avaient une espèce d'attirance spontanée qui venait de l'intérieur. Hein? Comment expliquer, par exemple, si vous lancez avec une fronde, une pierre vers le ciel, puis finalement, elle arrive à un certain moment, puis elle redescend. Alors, il disait, les corps lourds sont attirés vers la terre. Par contre, les flammes qui montent, les autres sont attirés vers l'air. Hein? Et au fond, cette façon de concevoir le mouvement est plus proche
de cette façon émotive que décrivait Sullivan dans son texte et probablement correspond à un meilleur concept, si on veut, d'un point de vue analytique, que celui du concept scientifique du mouvement tel qu'on l'a depuis Newton. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi... Ah oui, j'avais oublié ça. Je voulais... Mon Dieu. Je voulais juste aussi signaler un autre petit rapprochement intéressant. Vous ne devinerez pas qui a fait ce tableau, c'est Emily Carr. Hein? Et elle a fait ce tableau-là bien avant qu'elle obtienne son style, quand elle s'est intéressée aussi aux Indiens de sa région. Et en fait, elle a fait aussi, un peu comme Sullivan avait fait, des portraits d'Indiens, d'enfants indiens, je veux dire. Parce que les enfants avaient moins de réticence à se faire portraiturer, disons, que les adultes. Les adultes avaient toujours un petit peu de problème avec ça. Enfin, vous vous sauvez avec mon image, là. That costs money. Hein? All right. Hein? Pourquoi pas? Et alors, les enfants, au contraire, trouvaient ça drôle là, de se faire... Alors, c'est une école à Lytton, en Colombie-Britannique, puis elle a fait comme ça un groupe de petits-enfants. Alors, je disais, on pourrait aussi donc rattacher cette tradition des portraits d'enfants indiens, disons, à une tradition ici dans l'art canadien qui était exemplifiée ici là, par Emily Carr. Hein? Bon, je reviens donc à mon autre propos, celui de la danse. Alors, on a évidemment ces danses-là, disons, qui ont été faites il y a longtemps, enfin, comme dualité ici, en fait, dont je vous montre deux photos, qui ont été faites en 1947, et ça a été présenté à la Maison Ross, enfin, le 3 avril 1948. Les photos sont de Maurice Perron. Évidemment, c'est difficile à reconstituer, à imaginer ce que ça pouvait être, quoique ces chorégraphies-là ont été reprises ensuite, même par d'autres danseuses, en fait, depuis, etc. Dualité, ça part d'un rêve, surtout sur une espèce d'idée de double personnalité. Hein, c'est comme si les deux danseuses étaient liées une à l'autre, et alors tout mouvement de l'une entraîne une espèce de rapport avec l'autre. Hein. Alors c'est ça un peu que les deux photos donnent un peu une idée de cette chose-là. Et on pourrait aussi signaler, bien sûr, ce fameux costume là, c'est Black and Tan, hein, Black and Tan Fantasy, qui s'inspire en fait de la musique de Duke Ellington, donc de la musique de jazz. Et là aussi en 1948, et le costume a été fait par Jean-Paul Mousseau. Hein. Alors Mousseau avait fait une espèce de costume avec des cordes et des choses comme ça. D'ailleurs, le décor, de temps en temps, est fait avec des fameuses toiles de jute. Là. J'ai des fois demandé à Mousseau, j'ai dit, comment ça se fait qu'il y avait tant de jute dans vos affaires à l'époque? Il dit, ça coûtait rien. On allait au port de Montréal, puis on abriait les autos qui étaient achetées, là, qui étaient sur le port, ils enlevaient la toile de jute, et là, ils travaillaient là-dessus éventuellement. C'était une espèce de toile, pas très, très raffinée, mais des fois aussi, pour faire des décors, c'était parfait, ça coûtait rien. Et là, donc, là, sur une musique de jazz, et finalement, cette fameuse danse que tout le monde connaît, là, qui est la danse dans la neige, avec des photos admirables, alors de Perron aussi, qui essentiellement, qui aurait pu faire partie d'une série sur les saisons. Hein. Il aurait pu en avoir une en hiver, comme celle-là, puis d'autres, au contraire, à d'autres pour les autres saisons. En fait, on a surtout donc des mémoires de ça. Il y a, paraît-il, aussi un petit film qui avait été fait par Iopel de cette performance-là. Là, ce qui est étonnant, évidemment, c'est que vous avez une danse qui est faite complètement en dehors du système du théâtre. Hein. Vous n'êtes plus sur une scène, là, même pas une scène intime comme les danses précédentes. Là, vous êtes dehors. Et ça, évidemment, c'est pas courant nulle part, en fait, à l'époque. Hein. Et je vous lis un petit texte de Françoise Sullivan à propos de cette danse-là, où elle dit « Ce jour-là, toute la campagne semblait chuchoter, l'air vivifiant rougissait nos joues, le sol était rugueux sous nos pieds, la neige prenait des allures de glacier millénaire. Je laissais naître le mouvement, vigoureux dans le froid, sa source physique exposée s'accentuant dans sa logique émotive. Les gestes sont devenus évocateurs des mélancolies du Nord. Je laissais les rythmes affluer, je percevais l'espace du jour, je découpais, je palpais. Hein? C'est-à-dire, donc, c'est vraiment cette même définition que je vous disais. La danse vient de l'intérieur, puis là, elle est sollicitée, évidemment, par le lieu tout à fait particulier dans lequel cela se passe. Hein? Un des mouvements que décrit toujours aussi Aristote, c'est les mouvements circulaires. Hein? Et ici, il s'agit en somme d'un croquis, si on veut, d'une chorégraphie possible, un peu sur le thème des planètes.
hein, comme si les danseurs auraient correspondu à des planètes, en fait, qui circulent comme ça dans l'espace. Et ce thème du cercle est évidemment intéressant parce que, pour les anciens, le mouvement linéaire, c'est un mouvement un peu pauvre, alors que le mouvement circulaire, c'est le mouvement des astres. Alors donc, c'est supérieur, si on veut, en qualité, au mouvement linéaire. Hein. Alors là, l'importance du cercle est intéressante. Il y a souvent aussi dans les chorégraphies le danger du cercle, c'est-à-dire d'être une espèce de cercle fermé, en fait, qui se répète continuellement. Et c'est pour ça aussi, des fois, on voit le thème de la spirale. Tu sais, si vous voyez un petit peu, il y a comme un tracé ici, il y a comme au moins une tentation de sortir du cercle et de produire éventuellement des thèmes en spirale. Hein. Alors ça a occupé, évidemment, on pourrait dire, la peinture puis la danse. En fait, c'est comme deux intérêts principaux de Sullivan à ce moment-là. Et c'est aussi le signe que la seule peinture définit pas non plus la carrière de l'automatiste à l'époque. Hein. Et ça, je ne suis pas sûr que les boys, là, les hommes automatistes, aient bien compris ça à l'époque. Et la preuve de ça, c'est que quand vous voyez les expositions que les automatistes ont produit. Enfin, il y en a eu 3, disons. Une sur la rue Amherst, une chez les Gauvreau, là, où on voit, vous avez peut-être vu cette photo, là, on voit Borgia avec tout le groupe en dessous d'un gros tableau là, qui s'appelle « Sous le vent de l'île ». Et il y avait une autre à Paris, en fait. Toujours, ces expositions, si vous lisez la liste des participants, c'est des hommes, uniquement. Et pourtant, il y avait Marcel Ferron avec eux, il y avait Sullivan, il y avait toutes sortes de monde. Et non, la peinture, ça, c'est fait pour les gars, ça, c'est sérieux, pas de femmes là-dedans, en tout cas. Et c'est d'autant plus surprenant qu'on a affaire à des gens qui sont très d'avant-garde, etc. Il paraît que Borgia aurait même hésité à faire signer le refus global par les dames du groupe. Hein? Alors, Marcel Ferron l'a calmé là-dessus, vous imaginez bien. Elle n'a pas laissé faire ça. Et donc, donc même Borgia, si on veut. Hein? En tout cas, de toute manière, ça, je pense, c'est important de voir aussi, c'est que d'ailleurs, le livre de Patricia Smart là-dessus a très bien démontré ça, c'est qu'ils ont senti, ils ont compris l'importance, en fait, de sortir, si vous voulez, des médias tout à fait classiques, en fait, qui étaient donc la peinture, pour la plupart du groupe, et un peu de sculpture. Hein. Ceci dit, malgré tout, de 1959 à 1969, Sullivan revient aux arts visuels, si on veut, après surtout cette importance donnée à la danse, mais cette fois sous forme de sculpture. Hein. Elle vit alors avec un peintre, avec Patterson Ewen. Elle a 4 fils, et donc elle veut se rapprocher un peu de la maison, et donc elle décide de faire de la sculpture pour ne pas nuire au peintre. Enfin, je comprends très bien ce genre de conflit. Mon épouse est peintre et je m'en tiens à l'écriture. Il n'est pas question de peintre. En tout cas, on fait de chacun son territoire, puis les choses marchent bien. Alors, je comprends tout à fait ça. Et là, donc, c'est aussi l'idée de ça. Mais donc, elle installe dans un garage, en fait, à côté de chez elle, un atelier de sculpture. Là, le choix est le suivant, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites en 59, donc à la veille des années 60, en sculpture? Bon, il y a une définition classique de la sculpture qui est d'ailleurs enfin, produite par beaucoup de sculpteurs québécois du temps, qui est celle j'allais dire, du monument. C'est-à-dire que si vous partez d'un bloc de bois ou de marbre ou quelque chose de pierre, vous enlevez des morceaux, puis vous finissez par obtenir une espèce de monolithe comme ça, que vous installez sur un socle et vous avez une sculpture. Hein? Et c'est pas la voie que va choisir Sullivan. Sullivan va être intéressé, au contraire, dans une toute autre conception de la sculpture qui consiste à assembler des éléments pris un peu comme ça, tout fait, et grâce à la soudure, de les ramener ensemble. Et là, ça, il faut voir d'où cette tradition-là vient. Elle vient, en fait, d'abord d'un sculpteur qui a été actif dans les années 20, qui s'appelle Julio, j'imagine. En fait, ça doit avoir un beau son au début, là, Julio González. Hein? Alors, vous connaissez probablement sa sculpture à gauche ici, là, qui s'appelle l'homme cactus, en fait, qui est souvent reproduite. Et l'autre, en fait, ça s'appelle Tête, si on veut. Et pour la lire, évidemment, il faut voir qu'ici, c'est sa bouche, là, avec les dents. Et là, on serait à l'intérieur du cerveau. Puis là, on aurait l'espèce de... si vous voulez, puis ici, ses sourcils tout à fait en haut. Alors,
on a une tête, mais réduite, vraiment des choses très... Bon, González avait été, disons, avait une formation de sculpteur sur pierre, en fait. Mais durant la Première Guerre mondiale, il avait travaillé aux usines Renault, et là, il avait appris à souder. Hein. Et là, il s'est rendu compte que la soudure lui donnait une espèce de liberté, la possibilité de faire des objets comme ça vides, qu'on n'aurait pas pu faire facilement en métal, parce qu'à l'époque, la sculpture en métal la plus courante, c'est les sculptures en bronze. Et une sculpture en bronze, comment ça se fait? C'est que vous chauffez le bronze qui devient comme de l'eau et vous le coulez dans un moule. Hein? Et donc, là, vous avez toute une série d'étapes. Il faut prévoir une maquette, il faut prévoir le moule. Puis là, il faut, par exemple, si vous travaillez à la cire perdue, bien, la chaleur même du bronze est telle que ça fait disparaître la cire du moule et il prend la forme exacte. Alors, tout ça était, au fond, court-circuité par González, puisque, d'une certaine façon, maintenant, on pouvait directement travailler à la forme qu'on voulait faire, simplement en assemblant des morceaux de métal trouvés à droite et à gauche. Un qui a compris ça très, très vite, évidemment, c'est Picasso. Hein? Et je vous donne juste 2 exemples. À gauche, une sculpture qui s'appelle Construction en fil de fer, et de 1929-1930, et dont l'exécution était faite par González. Évidemment, González est espagnol comme Picasso, les deux s'entendent bien, et c'est González qui exécute l'œuvre, mais évidemment, c'est un Picasso, c'est Picasso qui l'a conçu. Hein? Et si vous regardez, il y a une espèce de petite tête ici, c'est comme si on avait un personnage qui est en train de tenir les rênes d'un chariot, en fait. C'est un peu ça le thème de cette sculpture-là. Ça a l'air très abstrait au premier abord, mais chez Picasso, c'est jamais complètement abstrait. Ensuite, ici, il s'agit d'une tête faite avec 2 passoires. C'est pas très gentil, évidemment, pour la personne qui est représentée comme ça. Mais de toute façon, là aussi, c'est un assemblage, au fond, d'objets préfabriqués, si on veut, qu'on colle, qu'on soude ensemble, et on obtient comme ça, spontanément, une espèce de sculpture beaucoup plus rapide. Hein. Chez nous, le sculpteur qui représente un peu cette tendance-là à l'époque, c'est Vaillancourt. Hein. Alors, Vaillancourt fait aussi du fer soudé comme ça, et c'est auprès de Vaillancourt, d'ailleurs, que Sullivan prend ses toutes premières leçons, disons, de soudure, en fait, comment procéder. C'est lui qui enseigne ça un peu. Armand est un homme merveilleux et très généreux. Alors, il lui a dit un peu comment procéder, etc. Et là, on voit alors maintenant, donc, disons, je vous montre un peu quelques exemples de sa production. Alors, au début, disons que on n'a pas souvent de titre, etc. Ben, enfin, peu importe, enfin, on voit très bien. Elle part de cette espèce de schéma. Ça, c'est une sculpture, donc, de Sullivan, qui date de 1960 et qui est sans titre, enfin, qui est restée sans titre, et qui appartient à la collection de John Renault. Mais, disons, alors, on part d'une espèce d'arbre, si on veut, et là, la possibilité, évidemment, c'est de coller ou d'ajouter toutes sortes de morceaux de métal et de pouvoir avoir, au fond, la même vitesse d'improvisation que vous aviez en peinture automatiste. Hein. C'est ça que le fer soudé permettait. Et c'est ça que, d'une certaine manière, tous les autres procédés, disons, d'équalissage de bois et de martèlement de pierre, etc., ne pouvaient pas donner. Hein. Alors là, au contraire, on a un procédé qui est presque aussi rapide que l'inspiration, pas autant, mais en tout cas, d'une certaine manière, qui permet aussi des essais-erreurs, etc., et qui est beaucoup plus proche de cette idée d'une œuvre non préconçue qui affleure comme ça et qui peut s'affirmer. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être très construit, comme par exemple ici, une espèce de maison pour un triangle, en fait, qui est fait en 1960, et dans laquelle, enfin, on a une structure là, beaucoup plus géométrique, un peu à la Mondrian, et vous avez ce petit triangle là, qui descend comme ça, qui est comme à l'intérieur de cette structure-là, et qui prend toutes sortes d'angles ou toutes sortes de positions, si on veut, à l'intérieur de ça. Vous remarquez qu'il n'y a pas de socle aussi, ça c'est directement au sol. Ça c'est intéressant aussi, il y a une espèce de désacralisation de la sculpture qui est toujours montée dans les musées sur un petit socle. Hein, d'ailleurs, on a l'impression que c'est le socle qui fait la peinture. On pourrait mettre n'importe quoi sur le socle, puis on dirait « Ah, c'est une sculpture. » Écoutez, je mettrais mes lunettes sur un socle, puis j'appellerais ça François Gagnon, lunettes de l'historien, 2004, dimension 30 cm. Si je mettais tout ça, peut-être que ça passerait, peut-être pas ici, peut-être que je réussirais à passer ça, mais le socle, c'est très important. Vous comprenez que c'est ça qui fait l'espèce de sacralisation de l'œuvre
et qu'il a défini, en fait, d'une certaine façon, par son display comme œuvre d'art. Alors là, en supprimant ça, évidemment, l'artiste prend un risque, c'est-à-dire qu'on considère son œuvre pour ce qu'elle est et non pas à cause de la façon dont on la montre. Hein. Alors, vous aviez donc cette maison pour un triangle et aussi, alors une autre possibilité, c'était... Alors, j'ai dit, OK, il y avait l'assemblage, hein, qui était une possibilité. L'autre, c'est le pliage, c'est-à-dire que vous partez d'une feuille de métal et vous la pliez. Hein. Et donc, là aussi, c'est pas comme couler du bronze, il n'y a pas de moule prérequis. Il y a simplement un autre type de manipulation du matériau qu'on n'a pas dans la sculpture traditionnelle. Là aussi, malheureusement, c'est resté sans titre, enfin, ou heureusement, enfin, peu importe, 1960, mais là où on voit... vous avez cette technique de pliage. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes quand Sullivan décide d'utiliser le cercle. Hein. Et là, vous avez des sculptures comme celle-ci, chute concentrique. C'est fait en 62, donc un petit peu plus tard, qui est au Musée du Québec maintenant, dans laquelle, alors, on a à la fois une espèce de mouvement ascendant, si vous prenez la partie gauche de tous ces cercles qui montent comme ça jusqu'au sommet, puis ensuite, au contraire, une partie plus descendante avec surtout ce losange qui est plus lourd et qui a l'air d'attirer au contraire la sculpture de ce côté-là. Et là, on voit qu'elle réussit à intégrer donc ce mouvement hein, de façon beaucoup plus efficace avec ce thème du cercle. Et même, disons, les hésitations entre le cercle et l'espèce de ligne qui les entoure, ça pourrait aussi presque signifier cette espèce de déplacement. Tu sais, les futuristes ont utilisé ça souvent aussi, de faire cette idée. Vous faites une forme, puis vous faites toute une série de petites formes décalées comme ça pour expliquer le mouvement. Hein. Alors donc, là, on aurait une espèce d'intégration aussi de l'idée du mouvement, puis ensuite aussi garder l'espèce d'axe principal de cette structure, parce que c'est un peu comme ça que Sullivan les appelle, est un peu déhanché. Hein? Ce n'est pas complètement vertical. Et donc, on reprend presque un mouvement de danse aussi. La suggestion que je veux faire, c'est que finalement, la sculpture de Sullivan est un peu comme une analyse de mouvements de danse qui sont presque impossibles. Tu sais? C'est-à-dire que ces cercles-là qui montent puis qui descendent, et ces déhanchements-là, tout ça, ce serait un peu comme une espèce de transposition du corps humain, mais là, sous mode de sculpture. Hein? Vous auriez aussi, ça, je trouvais ça intéressant, aussi cette espèce de sculpture pas si petite, d'ailleurs, la mesure c'est 1 mètre par à peu près 1 mètre cube, si on veut, sans titre, et que je voudrais rapprocher de David Smith. Hein? Sur un point particulier, c'est-à-dire que, OK, c'est des sculptures faites en aluminium avec des formes géométriques simples, si on veut, le cercle, le rectangle. Et dans le cas de Smith, qui est un artiste américain, enfin, il a utilisé, enfin, il appelle ça cubi, ça veut dire donc des cubes, si on veut. Puis il y en a toute une série. Celui-là, je pense qu'il a Tate Gallery à Londres, enfin bon. Et là, ils ont des numéros, enfin, chacun est numéroté. Enfin, celui-là, c'est 19, peu importe. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est un peu le traitement de la surface. C'est-à-dire, OK, si vous travaillez avec des formes géométriques très, très simples comme ça, un des problèmes que vous avez, ça peut devenir facilement un peu plat. Hein? C'est-à-dire que ça peut se répéter, etc. Mais au contraire, l'aluminium se prête beaucoup à ça. C'est-à-dire, avec des polisseuses, vous arrivez à créer des espèces de formes. Et là, dans le cas de David Smith, comme dans le cas de Sullivan, on pourrait dire, on retrouve un peu cette spontanéité du geste qu'on aurait, disons, dans la peinture expressionniste abstraite, par exemple, du temps. Hein? C'est-à-dire qu'on pourrait donc retrouver, grâce à ces polissages-là apparents, un peu une espèce de geste plus spontané qui dialogue avec la structure très rigide, très géométrique de l'œuvre qui est ici. Hein? J'ai beaucoup d'œuvres à vous montrer, c'est pour ça que je vais un peu vite. Chute en rouge. Alors là, vous avez, qui est au Musée d'art contemporain, dans cette sculpture, alors là, le cercle est omniprésent. Et aussi, vous avez une espèce de mouvement de chute, en fait, si vous partez d'en haut jusqu'en bas, qui serait comme un mouvement que la danse ne pourrait pas faire. C'est-à-dire qu'il serait catastrophique. Si vous faites ça en danse, vous tomberiez par terre, vous vous feriez mal. Mais là, on peut, comme si on avait figé le mouvement comme ça et qu'on avait une espèce de chute en rouge, en fait, qui descend de cette façon-là. Hein. L'intérêt aussi de la couleur ici. Hein. Ça, parce que ça dégage, si on veut, les formes de l'environnement dans lequel il se trouve.
Alors là, évidemment, si en plus c'est sur une pelouse, là, une sculpture rouge, elle s'affirme enfin comme telle. Et cette idée de colorer ou de peindre des sculptures, ça aussi, c'est intéressant, puis ça a toujours un peu tenté les sculpteurs. C'est spontanément, quand j'essayais de voir, j'ai dit, qui c'est qui a fait ça un petit peu? Je pensais à Miro. Vous vous souvenez, on a eu ici, au Musée des Beaux-Arts, une exposition qui, à mon sens, avait un titre un peu ridicule. Enfin, on a appelé ça Miro Maran à Montréal. On aurait peut-être pu appeler ça autrement, mais en tout cas, de toute façon, il semble que c'est ça qui attire le public. Et là, Miro avait, vous vous souvenez de ces sculptures dans lesquelles, évidemment, l'élément couleur était très, très important aussi. Hein? Et par contre, c'est des sculptures tardives, ça, dans l'œuvre de Miro. C'est vraiment vers la fin de sa vie. Donc, il n'y a pas de rapport là avec Sullivan, si on veut. Mais en plus, c'est des sculptures de bronze. Alors là, c'est comme aberrant. On fait des sculptures en bronze qui sont coulées, etc. Puis après, quand c'est fini, bon, on les peinture un peu. Alors, peut-être là, c'est presque... Mais au fond, si vous regardez des œuvres plus anciennes de Miro, vous allez voir que d'une certaine manière, il avait déjà cette idée-là d'utiliser la couleur dans des espèces de montages comme celui-là. Celui-là s'appelle simplement Objet. C'est un objet, enfin c'est difficile de le décrire autrement, de 1936 et qui est fait afin... Vous avez, au départ, il y a une espèce de chapeau melon ici avec un petit poisson rouge. Hein? Et là, il manque un petit bout. Il y avait, peut-être on ne la voit pas, mais enfin, il y a une carte géographique qui est là aussi. Puis là, au-dessus, vous avez une espèce de cadre ovale, et suspendu dans le cadre, il y a une jambe de femme. En fait, c'est un bas de soie qui est bourré de je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'il y a mis dedans, avec une jarretière. Et là, il y a une petite balle qui est suspendue là. Puis finalement, vous avez une branche avec un perroquet empaillé, enfin, qui complète la chose. On a dit que c'était... Ce que Miro voulait suggérer, c'était les idées qui sortaient de la tête du bonhomme qui porte le chapeau. Alors, on ne voit pas la tête, mais... Alors, donc, d'une certaine manière, au début, ces idées sont très vastes, comme le petit poisson qui se promène dans la carte géographique qui représente le monde. Mais à un moment donné, ça se concentre un peu. Ça devient plus fétichiste. Et là, même cette espèce de branche un peu phallique, enfin, bon, j'en passe. Je suis dans un auditoire respectable, ici, il faut commencer à faire des folies. Alors, mais là, ce qui est important de voir, c'est que chez Miro, la couleur et la couleur même des objets, hein, ce n'est pas une couleur qui prend fait et cause de l'importance formelle de l'œuvre. Hein. Alors, si vous repensez à la couleur dans l'œuvre de Sullivan, vous voyez que ce n'est pas du tout la même type de définition. Ce n'est pas la couleur qui est donnée, disons, comme si elle prenait, je ne sais pas moi, des morceaux de fer déjà colorés et qu'il s'agirait d'assembler. Au contraire, il y a une décision là, et il y a une décision finalement d'affirmer ces formes-là indépendamment du contexte, enfin pour leur donner encore plus de valeur formelle, comme la couleur étant une de ces valeurs. Disons, je vous montre un autre exemple de ça, cette sculpture qui s'appelle Kalu Kale, qui est de 1967 et qui est à l'Université de Regina, en Saskatchewan. Alors, là aussi, vous retrouvez un peu les éléments qu'on avait vus jusqu'à présent, les cercles qui montent, qui aboutissent à un sommet et qui suggèrent une espèce de retombée de l'autre côté, avec aussi le losange. Par contre, on trouve notre T là, qu'on avait dans la toute première sculpture comme axe principal, enfin, pour lui donner une assise. Hein. Et après toute cette série de sculptures finalement assez solides, assez affirmées, vous avez chez Sullivan des expériences en fait, qui sont fort intéressantes avec le plexiglas. Hein? Comme si, tout d'un coup, ce qu'elle avait fait jusqu'à présent, enfin, bon, d'accord, il y a des suggestions de mouvement, il y a des suggestions de valeurs plus intangibles, si on veut, mais si on voulait commencer une espèce de dématérialisation de l'œuvre d'art, hein, de la rendre moins matérielle qu'avant, la rendre plus transparente, par exemple. Alors ici, donc, là, le fait que ça soit transparent aussi suggère un peu cette idée d'une spirale infinie, si on veut, qui pourrait s'étendre indéfiniment dans les deux sens. Et elle a intitulé cette sculpture-là « De une hein, », comme on dit, et de une, hein, de une, 1968-69, fait avec du plexiglas et qui... là aussi, certainement, dialogue avec la tradition, mais là, d'un autre genre, je pense... oups, ça ne va pas là. Je pensais à Naum Gabo, hein, qui était un constructiviste russe.
dans lequel lui aussi disait que qu'est-ce qui justifie cette espèce de transparence des matériaux. Il a employé du verre, puis à un moment donné, il a employé du plastique quand c'est devenu accessible. Alors là, c'était l'idée de révéler les structures internes des objets. Et c'est aussi ce qui arrive chez Sullivan, d'une certaine façon. Cette spirale transparente, si elle était pleine, en fait, si on avait une espèce de simplement un cylindre, on n'en verrait rien. Là, le fait que ça soit transparent, évidemment, on voit le mouvement, on voit ce que ça suggère. Et chez Gabo, c'était un peu la même idée. Il disait, écoutez, on peut faire la différence entre disons, un cube volumétrique et un cube stéréométrique. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Imaginez un cube, vous avez 6 faces, et imaginez au contraire un cube dans lequel vous enlevez les 4 faces qui sont verticales comme ça. Il ne vous reste plus que les 2 faces horizontales. Et il dit là, à l'intérieur, on pourrait imaginer, en se croisant en X comme ça, 2 plans qui soutiennent les 2 places. Et il dit là, vous auriez un cube stéréométrique, c'est-à-dire un cube qui révélerait de l'intérieur la structure qui le tient. Qui le fait être cube. Alors là, il disait, on pouvait imaginer la même chose en sculpture, c'est-à-dire qu'on révélerait comme ça l'intérieur des volumes en utilisant des matériaux transparents. Je pense que j'avais un autre exemple célèbre, je ne sais pas ce qui est passé, il devait être là. Il a disparu. Bon, tant pis. Et là, mais là, vous avez compris qu'il y a donc une tendance vers la dématérialisation. Après des sculptures très solides, tout d'un coup, on a toute cette série, là, je ne vous en montre qu'une, mais toute une série de sculptures transparentes en plexiglas qui annoncent, évidemment, la prochaine étape. Et là, alors, on a tout d'un coup des déclarations très surprenantes de Sullivan qui dit à Gilles Toupin ou à d'autres, notre monde est saturé d'objets d'art. Ça, tous les artistes vivent ça. À un moment donné, il y en a tellement. Les ventes ne vont pas au même rythme que la production. Puis là, on devient. Les ateliers sont pleins et on supplie les collectionneurs de passer. On descend les prix, on fait tout. Mais là, finalement, il y a trop d'objets d'art. Alors, ça, c'est assez classique, je pense bien, de cette idée, mais ça allait plus profond que ça. C'est de dire peut-être que dans le monde d'aujourd'hui, ce type d'œuvre-là qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire qui consistait à des objets, enfin, surtout des sculptures, correspondaient peut-être plus à la mentalité d'aujourd'hui. Et alors là, Sullivan s'engage, au fond, elle retourne au mouvement d'une certaine façon, puis elle retourne au silence. Elle s'engage dans une série, alors, qui est plus difficile à documenter, mais qui consistait en des promenades, essentiellement. Comme par exemple celle-ci, qui a été faite en 1970. Alors, ce qui nous reste, évidemment, c'est des photos de l'événement, si on veut, mais l'œuvre d'art elle-même serait quelqu'un qui partirait du Musée d'art contemporain à l'époque, qui était, comme vous savez, sur l'île Notre-Dame, et qui a déménagé depuis, mais en tout cas, en 70, quand c'était fait, on était 3 ans après l'expo, donc le musée était encore là. Et là, qui marcherait, en fait, de ce Musée d'art contemporain jusqu'au Musée des Beaux-Arts, où vous êtes présentement. Et là, évidemment, ce que ça suggère un peu, c'est que où est l'art? Est-ce que l'art est dans les 2 musées, à chaque bout, ou elle est entre les 2? Est-ce que la promenade même de l'artiste qui se promène et qui prend des photos, enfin, qui fait une espèce de, disons, de reportage de sa déambulation, est-ce que c'est pas ça qui est l'œuvre d'art, d'une certaine façon? Alors là, évidemment, vous avez affaire à une œuvre d'art complètement dématérialisée, qu'on pourrait définir uniquement comme un concept. Il y a même des artistes à l'époque qui vont feront même pas la promenade, ils vont dire, partir du Musée d'art contemporain pour se rendre au Musée des Beaux-Arts, et ils mettent ça sur le mur, comme ça, partir du Musée d'art contemporain du Musée des Beaux-Arts, 1970, et c'est ça qui est l'œuvre. Autrement dit, là, vous la faites uniquement dans votre tête. En fait, comme, je ne sais plus quel artiste qui avait dit « to toss an object around the world ». Wow, c'est formidable, mais en fait, c'est un peu difficile à faire. De se promener, de rouler un objet autour du monde. Très bien. Ça se fait très bien mentalement, mais ça se fait plus difficilement de faire. Mais là, au contraire, on a vraiment une véritable marche qui a été faite. Et donc, un passage, si on veut, de Sullivan à l'art de type complètement conceptuel. C'était, évidemment, dans l'air un petit peu, cette chose-là. On pourrait mentionner, enfin, des œuvres de Richard Long, par exemple, à l'époque, enfin, à peu près au même temps en Angleterre, qui aussi définissait ses œuvres comme une espèce de marche.
Alors ici, bon, ça a été fait en Bretagne, ça, et là, en plus de marcher, en fait, dans cette allée, il a enlevé les feuilles pour créer cette espèce de sentier plus foncé que vous voyez au centre. Hein? Alors, donc, c'est une œuvre extrêmement éphémère. Le moindre coup de vent va faire disparaître ça. Ça ne durera pas 2 minutes. Et en même temps, là, l'œuvre consiste à se déambuler, enfin, à marcher comme ça. Il a fait aussi... je pense que j'avais ça. Je ne sais pas où c'est passé. Non. C'est plus loin. Oui. Il a fait aussi une œuvre... vous savez, ces fameuses lignes de la Nazca, hein, au Pérou. Alors là, ça consistait... Walking a line in Pérou, c'est-à-dire ça consistait simplement à marcher sur ces lignes-là et à revenir, enfin, là aussi avec quelques photos qui restent de ça. Quand vous pensez au rapport avec l'œuvre de Sullivan, évidemment, ce qui est frappant, c'est que pour Long, l'espèce de côté très dramatique ou très, j'allais dire, romantique du paysage est encore important. Alors que chez Sullivan, on est dans un milieu complètement urbain. On n'a pas ce côté... disons, grandiose qu'on aurait dans les montagnes du Pérou et des choses comme ça. Et là, on pourrait dire, elle acclimate complètement cette chose-là à l'intérieur, non seulement d'un périple qu'on pourrait nous comprendre, afin qu'on sait très bien de quoi elle parle, mais en même temps dans le contexte urbain, hein, ce que Long ne fait jamais en fait. Long a toujours gardé ce côté, il a fait des marches partout dans le monde, dans l'Himalaya, dans les Andes, partout, mais c'est toujours, et les photos sont toujours magnifiques, c'est toujours un peu une façon de récupérer aussi l'image comme photo, dont il y a la marche qui est l'œuvre, mais il y a aussi la photo qui en reste et qui, en général, est une très belle photo, une photo très dramatique, très romantique aussi. Hein. Alors là, au contraire, on aurait une déambulation en milieu urbain. Évidemment, là, c'est difficile à voir parce que c'est très petit, mais là, je vous signale juste un peu ce que c'est. Après, les autres promenades de Sullivan, elles décident, sans trop savoir d'abord pourquoi, un peu spontanément comme ça, de faire des promenades dans les raffineries de pétrole de l'Est de Montréal. Hein? What a place. Hein? Alors là, elle se promène au début là-dedans, se fait aussi avec des photos, etc. Et au fond, c'est presque l'endroit le moins artistique qu'on peut imaginer à Montréal. En fait, c'est comme... Et là, donc, dans un monde qui refuse toute espèce de beauté et d'art, on pourrait dire juste le fait de marcher, c'est-à-dire de ne pas faire autre chose, de ne pas faire de business, pas aller essayer de faire des contacts ou je ne sais pas quoi, de simplement de marcher dans ces choses-là devient comme une œuvre d'art. Vous comprenez qu'il peut y avoir cette espèce de réaction quasiment du degré zéro de l'œuvre, là, parce que l'environnement est tel qu'on pourrait dire qu'on est à 100 lieues. Hein? Une marche dans les raffineries a plus de valeur esthétique que disons, un chef-d'œuvre ici dans le musée. Hein? Vous voyez un peu l'espèce de parallèle qu'on pourrait faire. Et là, en plus, dans une reprise de cette chose-là, elle ajoute aux photos, vous allez voir, de temps en temps, il y a des espèce de buste, ou de statue d'un Apollon grec. Enfin, on le voit apparaître de temps en temps. Il est ici, il est là. Et donc, c'est une photo, évidemment, qu'elle a utilisée et qu'elle a collée dans ces représentations-là. Et là, ce qui m'a frappé, c'est que, de temps en temps, elle est là, évidemment, dans la photo, mais elle prête son corps à la tête de l'Apollon grec, ou l'inverse. Des fois, c'est sa tête et c'est le corps de l'Apollon qui apparaît. Et donc, c'est comme si... Aussi, dans ce milieu absolument infect au point de vue, disons, environnement, elle allait chercher donc une réminiscence artistique antérieure, très lointaine, qui était donc l'Apollon grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, et avec lequel elle s'identifie. Hein, puisque de temps en temps, elle lui prête sa tête et de temps en temps, elle lui prête son corps. Dans les collages, on voit, il se déplace comme ça. Des fois, il est comme ça au sommet, là, il est dans les airs ici. Mais là, tout d'un coup, il atterrit sur ses épaules à elle ou au-dessus des fameux, comment est-ce qu'on appelle ça, les grandes tanks là, dans lesquelles il y a du pétrole. Là, hein? Oui, c'est vraiment les citernes là, des raffineries de l'Est de Montréal. Hein? Il y avait alors aussi une autre série d'œuvres qu'on pourrait rattacher un peu à cette idée de, quoiqu'il ne s'agit pas vraiment de promenade, c'est sa contribution à ce que les Anglais appellent « infamous corridor ». Hein. Vous savez ce que c'est? En fait, c'est corridor, ou corridor, D-A-R-T, était une exposition qui avait été organisée à l'occasion des Jeux olympiques, ici à Montréal, en 1976. Et là, en fait, les artistes avaient tous proposé des œuvres, il y avait un jury qui avait fait les choix, etc.
Et semble-t-il, la veille même, en fait, des Olympiques, notre serpent de mer, comme disait Monsieur Drapeau, à l'époque, avait fait sa petite visite, en fait, des corridors, puis il avait trouvé ça horrible. Et il avait décidé de faire tout démolir ça au bulldozer, en fait, sans avertir personne. Ça a créé, évidemment, vous imaginez bien, un procès après. Les artistes ont tenté de se faire rembourser leurs œuvres. Ils ont perdu le procès, évidemment, ça n'a pas marché. J'étais un des experts, moi là, je me rappellerai toujours, le juge me disant, est-ce que vous voyez, avec beaucoup d'autorité, comme vous voyez, est-ce que vous voyez de la beauté là-dedans, M. Gagnon? J'ai dit la beauté, M. le juge, j'ai passé de mode. Alors, tu sais, j'essayais d'être plus agressif un peu. Ça n'a pas marché. En fait, j'ai pas pu sauver personne là. Et la tragédie, si on veut, pour les œuvres que François Sullivan avait pensées pour cette chose-là, c'était des vitrines comme ça qui étaient situées sur la rue Sherbrooke à des endroits où les artistes avaient vécu. Hein? Comme par exemple Pierre Gauvreau qui vivait à 75 Ouest rue Sherbrooke. Alors, devant la maison de Pierre Gauvreau, elle avait organisé une vitrine où on voit ici d'ailleurs des photos de son frère Claude. Là. Et là, parmi les choses qui étaient là, il y avait son exemplaire de Refus global qui a été démoli comme le reste. Enfin, les bulldozers ont tout pris ça puis ont jeté ça. Alors, même des documents authentiques, etc., qui étaient là-dedans ont disparu. Il y en avait un autre de ces vitrines-là, si je ne me trompe pas, devant la hutte suisse ou devant la Casa Pedro, d'ailleurs c'était tout près l'un de l'autre, là, où se tenaient aussi les automatistes. Enfin, c'était... Et il y en avait une autre, je pense... un peu, j'ai-tu mis ça dans l'autre image? Mon Dieu, j'ai de la misère aujourd'hui, comme toujours. C'est ça, hein? Il était là, oui. Il s'est déplacé. Alors ça, vous voyez, regarde, il y a un tableau ici plus géométrique. Alors, ça fait penser à la galerie L'Actuelle et donc à Molinari, enfin aux plasticiens éventuellement. Donc, il y avait trois de ces vitrines-là qui étaient placées comme ça devant des endroits. Alors, c'était une idée formidable. En fait, ça faisait prendre conscience aussi aux gens que cette fameuse rue Sherbrooke avait été l'endroit où habitaient, où se réunissaient les peintres. Enfin, et d'ailleurs, je pense que le titre qu'elle avait donné, c'était La légende des artistes ou quelque chose comme ça. C'est que j'ai mis ça. C'est ça, La légende des artistes en 1976, détruit complètement à Corridor. Hein. Les œuvres qui suivent, alors là, ça, c'est plus étonnant. C'est que c'est lié, vous allez voir, à... Je vais enlever ça. Bon. C'est lié à un rêve. Et ça m'intéresse beaucoup, cette façon de fonctionner. Ce n'est pas la première fois dans la carrière de Sullivan que c'est un rêve qui déclenche la suite, en fait, de son développement. Et le rêve, elle l'a raconté, enfin, tel quel, je vous le lis ici, c'est le rêve, elle dit, j'ai rêvé à une femme qui essayait d'entrer dans une maison, dans la sienne, mais ne le pouvait pas. Hein. La femme avait d'innombrables clés, mais elle semblait ne jamais trouver la bonne. Parfois, lorsqu'elle réussissait à ouvrir une porte, elle se trouvait invariablement dans une pièce vide qui ne menait nulle part. La femme retournait alors au point de départ et recommençait, cherchant d'autres portes, d'autres fenêtres. Tout était bloqué, inaccessible. Si elle essayait de grimper au mur en s'agrippant aux lierres, les murs s'écroulaient. À certains endroits, il y avait des fentes, mais elles étaient trop étroites. Elle continuait d'essayer parce qu'elle avait le sentiment que c'était sa maison. Alors donc, là, on a un rêve, enfin, une espèce de rêve un peu angoissant. Enfin, vous essayez de rentrer, comme dirait Aristote, le lieu spontané, enfin, réflexe, si on veut, du mouvement de l'homme, c'est d'aller vers sa maison, c'est d'aller vers son abri. Hein? C'est certainement une espèce de... Comme de même que la flamme monte vers le haut, que la roche tombe à terre, on pourrait dire qu'on est attiré vers sa maison. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Il y a un obstacle. Hein? C'est que ce mouvement qui serait naturel est bloqué et il n'y a pas moyen de rentrer à l'intérieur. Et à partir de ça, elle a fait soit des photomontages, comme ici, enfin, de maisons abandonnées avec des pierres, ou soit carrément des performances dans lesquelles on bloquait comme ça les entrées d'une maison et c'est comme si elle rejouait, disons, dans la réalité, un peu le rêve qu'elle avait eu avant. Hein? Vous auriez donc cet exemple-là. Il y avait aussi alors une espèce, c'est une performance en fait, c'est elle que vous voyez là en train de bloquer une fenêtre tranquillement
et ensuite de la débloquer. Enfin, je n'ai pas la suite, là, mais ça a été fait, ça a été filmé d'ailleurs, ça, par David Moore. Ça a été fait en Irlande, en fait, dans une île, Basket Island, où ils ont trouvé comme ça une maison abandonnée. Et elle a pu donc là, non seulement faire des photos de ça, mais de faire une espèce de rituel autour de ça, hein, dans lequel vous bloquez la fenêtre, puis ensuite vous la débloquez. Ça devient comme une espèce de geste étrange, difficile à définir, mais qui nous fait rentrer dans ce monde de rêve, hein, de ce monde où l'inconscient est très important. Hein. Et je me suis demandé si, d'une certaine manière, ça symbolisait pas un peu la fin de cette période très conceptuelle dans son art. Hein. Comme, après tout, on parle de quelque chose qui est bloqué, d'une maison à laquelle on n'a pas accès. Et ce qui suit après, c'est un retour à la peinture. Hein? Alors, malgré que les objets sont des objets d'art, il y en a trop, etc., on finit par revenir quand même à la peinture, comme s'il y avait eu un espèce de déblocage. Et effectivement, ce qui suit ces choses-là, c'est des grandes peintures circulaires, comme ça, qu'elle appelle des tonneaux. Hein, vous savez que c'est ça que ça veut dire. Un tonneau, c'est simplement un cercle, enfin, en italien, où ça vient de arrotondato, hein, le arrondi, quelque chose qui fait cercle. Alors là, on a dans ce tonneau numéro 7, si on veut, non seulement la fenêtre qu'on avait tout à l'heure, mais on a aussi les pierres, hein, qui sont sorties de la fenêtre, qui sont débloquées d'une certaine manière. Mais là, en même temps, on a un retour à sinon à la peinture, en tout cas, du moins, en tout cas, à des œuvres qui sont plus conceptuelles uniquement, là, qui ont vraiment un côté de matière, et en général fait avec des toiles très rudes. On ajoute, comme ici, une corde dans le tonneau numéro 8, là, que vous voyez à droite, qui est de 1980. Et là, disons, tout ce côté matériel de l'œuvre là, devient de plus en plus important à partir de ce moment-là. Hein. Alors, c'est comme si on assistait à une espèce de déblocage, puis je trouvais que Tondo 7 était intéressant parce qu'on avait encore la petite fenêtre, sauf que là, elle est libérée, il n'y a plus rien devant. Hein. Ce qui suit... oh mon Dieu, ça, on va laisser faire ça. Ce qui était loin, ce qui suit après, c'est un voyage en Crète, avec alors une série de tableaux que non seulement on retourne à la peinture, mais on retourne presque aussi, vous allez voir, à la figuration, hein, avec des évocations, enfin, de l'île de Crète, etc. C'est ce qu'elle a appelé son cycle crétois. Et là aussi, disons, l'inconscient a joué son rôle. Elle parle d'un rêve dans lequel, là, c'était une phrase qui s'était imposée. Hein, 10, 20, 10, 20 serpents. Hein? 10, comme le chiffre, 20, le chiffre, mais 10, 20, ça devient 10, 20 serpents. Hein? Et effectivement, les serpents en Crète sont très importants. D'abord, il y en a, il faut se méfier, c'est des serpents, c'est des vipères. Et en plus, il y a la fameuse déesse aux serpents là, qui a été trouvée à Knossos. Puis, enfin, il y en a plusieurs exemplaires de ça, mais c'est une déesse comme ça qui tient dans ses mains 2 serpents. Et alors, donc, ça fait partie certainement de la mythologie crétoise ou de la mythologie minoenne ancienne qu'on avait à Knossos. Alors, ça a donné chez Sullivan, ça a donné des grands tableaux comme ça, disons, vaguement ovales, fait souvent, même la toile n'est pas montée, là, elle est directement sur le mur, et des fois avec des collages, c'est-à-dire il y a des bouts de toile qui sont collés les unes les autres, et ça a été montré en particulier au Musée du Québec en 1993 dans une grande exposition où on avait fait toute cette série de ce cycle crétois. Hein. Cette idée de partir aussi d'une phrase qui s'impose en rêve fait penser un peu à ce que Breton décrivait au début quand il crée le surréalisme. Hein. Quand il dit quel était le point de départ du surréalisme, il dit j'avais très faim à l'époque, je ne mangeais pas à ma faim, etc. Et j'ai eu tout d'un coup cette vision d'un homme coupé en 2 par une fenêtre, ou plutôt de cette phrase, hein, qui disait « Je vois un homme coupé en 2 par une fenêtre ». Alors, comme si, tout d'un coup, s'impose, venant de l'inconscient, sans qu'on n'ait aucun contrôle là-dessus, une espèce de phrase qui surgit comme ça, et en disant que dans la vie consciente, on les refoule, ces phrases-là, mais si pour des raisons ou d'autres, là, comme la faim ou le demi-sommeil, etc., elles reviennent, elles affleurent. Puis là, ils ont, en général,
un tour poétique. C'est-à-dire, je dis, si j'avais été peintre, j'aurais peint cette chose-là, mais étant poète, j'ai écrit un poème à partir de ça. Disons. C'est un peu l'idée de l'écriture automatique qui commencerait de cette façon-là. Et là, 10, 20, 10, 20 serpents, c'est un peu la même idée aussi. On part avec une phrase qui s'impose en rêve, et là, on s'en va vers tout un monde mythologique intéressant, en fait. Vous avez ici un qui s'intitule Uranus. Alors, Uranus, c'est une vieille déité de la mythologie gréco-romaine. Enfin, vous l'avez dans les deux. Je dis vieille parce que ça fait allusion à des mythes très liés à la Terre. C'est Uranus épouse sa propre mère et donne naissance aux titans. Et là, un des titans, c'est Cronos. Et Cronos, c'est le temps, évidemment. Et la mère, comme le père Uranus jette ses enfants en enfer, il ne veut pas les voir, la mère, pour se venger, donne une fameuse faucille à Cronos qui castre son père. Alors, c'est toujours... Le complexe d'Oedipe par rapport à ça, ça a l'air cute. Et alors, la vieille mythologie, c'est très, très dur comme ça. Alors, là, elle va chercher un personnage étrange qui apparaît là, qui pourrait être effectivement Uranus. Ou ici, alors là, vous avez, ça c'est intéressant aussi à mon sens, parce qu'il y a enfin, on voit les cornes ici très bien, et vous avez un personnage animal ici, puis humain, enfin, à partir de là, j'imagine, alors qu'elle a appelé un peu comme, c'est comme le dieu Mars. Mais en fait, si vous vous référez à la mythologie, bon, c'est pas vraiment une chèvre ou un bélier, ça. C'est plutôt un ibex, hein, ce genre de grande... On en voit d'ailleurs au Moyen-Orient. C'est un animal qui est assez beau, qui se promène comme ça sur les collines. Mais enfin, disons que si on va vers les associations avec le bélier, c'est plutôt des associations sexuelles chez les Grecs. Le bélier, c'est l'animal le plus lubrique qu'il n'y a pas. C'est pour ça d'ailleurs que les centaures, le pan, tout ça, ont toujours des derrières de bélier, puis ils ont des petites barbiches, puis ils ont des petites cornes. Enfin, on a pris ça, nous autres, dans nos diables. On a emprunté ça. Le diable va toujours avec le sexe, évidemment, chez les catholiques. Alors, on a pris ça ensemble, on a tout amalgamé ça. Mais disons que là, vous auriez donc normalement une espèce de symbole plutôt d'éros. Mais là, ici, elle l'appelle Mars. Et si vous remarquez, dans le bas de l'image, ici, vous avez un sous-marin, en fait. Vous avez un instrument plutôt de guerre. Et appelant le tableau Mars, évidemment, elle fait allusion plutôt au dieu de la guerre et donc à Thanatos. C'est comme si elle récupérait cette mythologie positive là, dans une autre façon, et ça pourrait même expliquer l'espèce de rougeâtre qu'on voit en arrière, etc. Alors, chaque fois, elle joue avec des symboles traditionnels, mais les change de sens ou leur donne un autre survie, comme ça. Mais là, on pourrait dire, on a non seulement un retour à la peinture, mais on a éventuellement aussi un retour à une espèce de figuration minimale. Et je termine avec ça, les tout derniers tableaux de Sullivan que vous avez vus ici l'an dernier dans ce musée sont des grands tableaux monochromes. C'est-à-dire qu'on a, comme ceux-là, s'appellent simplement en bleu, avec des numéros de bleu 6, 7, 8, 9, et qui sont faits, j'allais dire, enfin, bon, c'est monochrome, mais en même temps, il y a une gestuelle là-dedans. Et il y a une danse dont je ne vous ai pas encore parlé, qui, à mon sens, a une espèce de rapport, ça clôt la boucle un peu, c'est la danse qui s'appelait Dédale, et qui consistait, si j'ai bien compris, enfin, au début, on a un seul personnage en scène, et la scène est noire, et tout ce que vous voyez, c'est un petit geste des doigts, puis peu à peu, c'est le geste du poignet, puis tout à coup, c'est le geste de tout le corps, et peu à peu, et la musique de cette danse-là, c'est simplement l'allaitement du danseur. En fait, le bruit, à force de faire des mouvements plus rudes, évidemment, là, on entend la respiration de plus en plus. C'est tout ce qu'il y a. Et donc, d'une certaine façon, ce qu'on retrouve ici, c'est un peu ce geste très fondamental, en fait, de la peinture qui consiste justement à faire bouger son poignet et de remplir comme ça une surface. Elle a aussi donné éventuellement à ces tableaux un autre sens, un sens, je dirais, de mémoire, parce qu'elle les a souvent appelés avec des prénoms, comme celui-là qui s'appelle Ulysse, et certainement en rapport avec Ulysse Comtois, qui était décédé récemment, qui était un artiste merveilleux, chaleureux comme cette couleur-là, d'ailleurs, que vous voyez. Et là, donc, aussi, éventuellement, ces tableaux qui ont l'air
d'avoir aucun rapport avec quoi que ce soit. En leur donnant des titres de cette façon-là, elle leur donnait aussi une signification de mémoire, hein, pas simplement une espèce d'événement, si on veut, pictural, mais aussi éventuellement une mémoire. Elle en fait aussi un qui s'appelle Bruno, qui fait allusion à Bruno Cormier, etc. Alors, on voit que ça a été fait comme ça. Alors, vous voyez, donc, c'est une œuvre finalement complexe, hein, avec beaucoup d'avenues, et qui nous fait faire une espèce de merveilleux tour de l'art contemporain. Enfin, on voit toutes sortes de tendances, etc. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui est important de voir, c'est qu'il y a une idée fondamentale derrière tout ça, c'est que cette espèce de figure en mouvement qu'on avait déjà dans la danse, qui se retrouve dans la sculpture, qui se retrouve dans les promenades, etc. Et même, enfin, même dans ce geste des tableaux les plus récents qu'elle fait maintenant. Et alors, je pensais que c'était, dans cette série-là, je me suis dit, s'il faut que je prenne si je veux parler de la figure humaine, mais si je veux parler de quelqu'un du Québec et qui a eu beaucoup d'importance, j'ai dit, Sullivan, on vient de le voir, c'était le choix qui s'imposait. Alors, merci.